Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus écouter ce soir cette rencontre où nous allons parler de Barcelone, de la Barcelone noire, et cela entouré par des auteurs parmi les grands du noir de Barcelone. Merci beaucoup à Rosaïn de la Maza, qui est à ma droite, d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi à Alicia Jiménez Bartlett, pour moi c'est aussi un honneur énorme de pouvoir discuter avec toi sur Barcelone et la Barcelone noire. Et merci à Carlos Zanon, à la droite de Alicia, pour traduire les propos de Rosaïn de la Maza. Pascal Fougère s'en chargera. Et les propos de Carlos Zanon, ce sera Georges Tiras. Alicia parlant parfaitement français. Elle vous répondra, elle vous parlera dans son parfait français. Pero te traduciré al español. Vale. Gracias, Georges. Donc, nous sommes ensemble ce soir pour parler de Barcelone. Et avant de commencer à parler de la ville, ou à parler de cette ville, je voudrais simplement rendre un hommage, dédier cette table ronde, dédier cette rencontre à l'un des très 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 grands écrivains du roman noir qui a disparu cette année, et qui est Francisco González Ledesma, le père de l'inspecteur Méndez. Voilà, donc cette table elle est en hommage à Francisco González Ledesma. Alors Barcelone, évidemment, c'est la ville de tous les fantasmes, c'est la ville des prodiges économiques, des prodiges architecturaux, des prodiges littéraires. Elle sera même peut-être un jour ville littéraire au patrimoine de l'UNESCO. Elle en a fait la demande. C'est pour nous, Montpelliérains, et c'est la grande sœur catalane, c'est la ville vers laquelle tous les regards se tournent quand il s'agit de chercher un modèle de rébellion. C'est aussi la ville vers qui tout le monde se tourne dès qu'il y a un rayon de soleil ou un week-end pour aller arpenter ces Ramblas, c'est pour aller arpenter et pour aller visiter les uns après les autres les joyaux de Gaudi. Barcelone, c'est la Rose de Foc, la rose de feu, la ville martyre, la ville de la déroute, la ville des laissés pour compte. Barcelone, c'est la ville des 400 grandes familles, la ville bourgeoise et orgueilleuse, la ville provinciale et capitale. Barcelone, c'est une contradiction, c'est une antagonie, si on ose un hispanisme. Elle est antagonique. Et c'est bien pour ça qu'elle peut régner parmi les grandes villes du Noir. Les très grandes villes du Noir, elle est imaginée, elle est générée par l'imaginaire, par les romans, par la fiction, et en particulier par les romans noirs. Donc nous avons trois de ces éminents représentants ce soir, là, pour parler de Barcelone, pour à la fois la caresser et l'écorcher un peu, peut-être aussi. Donc à ma droite, Rosaïn de la Maza, un ami que je suis très très heureuse avec qui je suis très heureuse d'être ce soir. Aro, il est barcelonais, il est écrivain depuis 2 décennies. Il a écrit des romans, dont un très très beau, un roman magnifique qui s'appelle La Mujer de Judas, la femme de Judas, et qui est apparu en 1998. Il a écrit aussi beaucoup de livres pour la jeunesse, des anthologies de contes qui en Espagne sont très connues, sont très lus. Il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit aussi des livres de vulgarisation. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez lui demander, comment arrêter de fumer, des choses comme ça.
il sait faire, il sait écrire aussi ça, Haro. He escrito cómo dejar de fumar, pero fumo. Alors, j'ai écrit comment arrêter de fumer, mais je fume. Hein. Oui, il peut aussi vous parler de la musicothérapie, hein, également. Haro, il est venu au roman noir en tant qu'écrivain très tardivement. Il a écrit son premier roman avec Milo Malart en 2012, si je ne m'abuse, L'Assassino de la Pedrera, c'est-à-dire Le bourreau de Gaudi. Ce livre qu'il a fait connaître en France, qui est son premier roman, et actuellement en Espagne également. Il n'y a qu'un seul roman paru. Le second Milo arrive. Il arrive bientôt, il arrive à l'automne. Mais en France comme en Espagne, on en est toujours à notre premier Milo Malart, avec Le bourreau de Gaudi qui est apparu chez Actes Sud. Et ce roman, avec ce roman qui en Espagne a apparu dans les éditions RVA, il a eu la mention spéciale du jury, hein, du prix international des éditions RVA. Alicia Jiménez Batlet, c'est presque un peu gênant de la présenter, parce qu'évidemment, vous la connaissez tous. C'est la mère de Petra Delicado et aussi de Garzón. C'est la grande dame du noir en Espagne. C'est l'auteur qui est le plus lu, l'auteur espagnol du noir qui est le plus lu au monde. Elle est traduite en 15 langues. Alicia a aussi écrit beaucoup d'autres romans que des romans noirs. Pour lesquels elle a eu des prix. C'est pareil, c'est assez gênant de faire la liste ou de rappeler à quel point elle a été honorée par des prix. Peut-être seulement dire que son tout premier prix, elle l'avait eu, je crois, en 1997, si je ne me trompe pas, Alicia, et ce n'était pas pour un roman noir. Son tout dernier date de 2 mois ou 3 mois. C'était le prix de l'Association des libraires de Biscaye, je crois. Et aussi, on ne peut pas éviter de parler du grand prix qu'elle a reçu cette année, qui est le prix du roman noir Pepe Carvalho, qui est remis lors du festival de la Vese Negra. Donc Alicia, j'allais oublier, pour un roman espagnol qui n'est pas encore traduit en français et qui n'est pas un roman noir non plus, qui est un roman qui parle de la mémoire d'une maquisarde. Elle a reçu le fabuleux prix Nadal aussi également. C'était en 2011, c'est ça, hein, 2011. C'était pour Donde nadie te encuentre, où personne ne te trouve. Le tout dernier roman de Petra Delicado, donc notre inspectrice, qui aujourd'hui a 10 enquêtes en tout, en Espagne. Le tout dernier que l'on peut lire en France, c'est Le silence des cloîtres, que Rivage a fait paraître il y a déjà 2-3 ans. Enfin, ce n'est pas tout nouveau. Le prochain paraîtra bientôt, à l'automne, je crois. Mais c'est le 8e, celui-ci, des aventures de Petra et de Petra Delicado et de Garzón. Depuis, il y en a eu 2 autres, Nadie quiere saber, et le tout dernier, le 10e, qui est un peu particulier, qui est Crímenes que no olvidaré, et qui là est un ensemble d'enquêtes de Petra Delicado. Carlos Tanon, qui fait un petit geste de sa main et de son bras blessé, qui malgré son bras blessé a voulu venir à la comédie, a fait tous ses efforts pour venir. Carlos Tanon, on dit de lui, et pour ne dénoncer personne, c'est Lorenzo Silva qui l'a dit, un autre grand auteur du noir, mais qui n'est pas de Barcelone, que ce serait le Jim Thompson espagnol. C'est Lorenzo qui le dit, c'est pas moi. Il s'est fait connaître
il est entré dans la littérature avec la poésie dans les années 90, bien avant d'écrire des romans. Il a publié, peut-être je me trompe, combien tu as publié? 6 recueils, c'est ça? 6 recueils de poésie, Carlos? 6? Ah, c'est ça, 6. Pour lequel il avait aussi un prix, le prix Valencia de Poesia. Il a écrit également un roman qui n'est pas un roman noir, pour lequel il avait aussi eu un prix, qui s'appelle Nadie ama un hombre bueno, personne n'aime un homme bon. Et il est arrivé au monde du noir en 2012 avec un livre intitulé Tarde mal y nunca, Soudain trop tard, le livre qui l'a fait connaître aussi en France grâce aux éditions Asphalte. Le second de Carlos et le dernier que l'on connaît en France s'intitule No llames a casa, n'appelle pas à la maison, toujours traduit et publié par les éditions Asphalte. C'est le tout dernier que l'on peut lire pour le moment en France, mais il a ensuite écrit un troisième roman fabuleux qui s'appelle Yo fui Funda, et qui arrivera en France bientôt, en principe au début de l'année 2016. Alors Carlos, c'est pareil, il est entré un peu en trombe comme auteur, comme écrivain du noir en France, puisqu'il a très vite été publié en poche avec Soudain trop tard. Il a eu le prix des lecteurs du livre de poche, qui est un prix du public très important. Et du coup, il a émergé comme grand écrivain du noir espagnol en France dès son premier roman. Que puis-je dire de plus? Je ne crois rien. Sinon, si que, pardon, No llames a casa, n'appelle pas à la maison, est adapté au cinéma, je crois, ou est en cours d'adaptation au cinéma. Lleva el micrófono. Sí, bonsoir. Sí, hay un proyecto, hay un guión, hay una adaptación, pero bueno, en principio parece que el año que viene se podrá empezar a grabar, pero depende de las ayudas del ministerio y como está todo así, no. Oui, en effet, il y a un projet, il y a un scénario qui est écrit, il y a une adaptation qui est faite, et en principe, on devrait commencer à tourner l'année prochaine, mais c'est en fonction des subventions des financements qui vont être trouvés ou pas. D'accord. Bon, alors on va continuer à te lire, et puis Yo fui Funda est une merveille. Il a eu le prix de la Valencia Negra, si je ne me trompe, hein, ou Salamanca Negra. Yo fui Funda, c'est pareil. Ils sont des gens qui sont couronnés de prix. El premio Salamanca Negra es un premio muy prestigioso porque te dan un jamón serrano. Sí, la pata negra. Le prix Salamanca Negra est un prix extrêmement prestigieux parce que la récompense c'est un jambon, pata negra. De la pata, un jambon de très grande qualité. High level. C'est vrai. Mais tu es aussi finaliste cette année du prix d'Achel Hamet de la Semana Negra de Gijón, qui est peut-être le plus grand prix avec le Pepe Carvalho. Tu es finaliste de ce prix et il sera remis en juillet. Donc. Alors, si vous voulez bien, avant qu'on parle de Barcelone, qu'on parte là-bas, je vais vous demander un peu tout simplement de nous présenter un peu chacun votre dernier livre paru en France, parce que c'est sur ces 3 livres essentiellement qu'on va se fonder pour parler de Barcelone. On parlera un peu plus d'elle, mais ce serait bien que vous nous disiez un petit peu de quoi ça parle chacun, votre point de vue sur votre livre. Aro, ou quiconque veut commencer. ¿Quieres empezar? Vale, Aro quiere empezar. Vale, va. Le bourreau de Gaudí, s'il te plaît, de quoi parle ce roman? Bueno, la idea con Le Bourreau de Gaudí es intentar pintar este retrato social de una Barcelona oscura, diferente a la que conocemos todos, ¿no? Alors en fait,
le projet de ce livre, c'est de faire en fait un portrait social d'une Barcelone obscure, différente de celle que nous connaissons tous. Barcelona, como todos sabemos, como cualquier urbe moderna, es una ciudad que es capaz de lo mejor, pero también es capaz de lo peor, y en el caso que nos ocupa, de engendrar un monstruo, o quizá más de uno, ¿no? Oui, alors effectivement, Barcelone, comme toutes les grandes villes, est capable du pire et du meilleur. Et dans le cas de ce livre, d'engendrer un monstre, enfin peut-être plusieurs, qui va ou vont être capables du pire. Incidiendo en el tema que nos toca esta noche de Barcelona Negra, Barcelona es una ciudad, como dijo Andreu Martín, que se mata poco. Te estoy pisando, Carlos, un dato. La estadística de homicidios en la ciudad es de 1 cada 100.000 habitantes. Es decir, que al año hay unos 15, 17 homicidios. Esto es muy poco. De ahí que los escritores tengamos que apretarnos las tuercas para imaginar qué pasaría, porque realmente no sucede. Alors, en fait, il faut bien dire, si on rentre dans notre sujet de ce soir, que Barcelone est une ville, en fait, où on tue assez peu. Voilà, je suis désolée, Carlos, je marche un peu sur tes pas là, mais les statistiques parlent d'une mort violente pour 100 000 habitants, ce qui fait entre 15 et 17 morts par an. Bon, c'est pas beaucoup. C'est des statistiques très très faibles pour une ville de cette importance. Ce qui fait que nous, les écrivains, il faut bien évidemment qu'on se creuse la cervelle pour arriver à imaginer ce qui pourrait se passer en la matière. De todas maneras, Barcelona es una ciudad que tiene un lado oscuro, tiene muchas alfombras donde se guarda mucha porquería y es una ciudad ideal también para el crimen organizado, con lo cual existe una Barcelona negra, por supuesto. Alors effectivement, Barcelone a quand même un côté obscur. Il y a plein de tapis sous lesquels sont cachés beaucoup de saleté. Et puis évidemment, le crime organisé y est également présent. Et dans cette Barcelone un peu sale, se meut Milo Malart. Si. On en parlera davantage après, mais on découvre Milo Malart. Sí, Milo Malart es un inspector de policía de los Mossos d'Esquadra, es del grupo especial de los homicidios de los Mossos d'Esquadra, grupo que ya os aviso no existe. No existe porque un grupo de los Mossos d'Esquadra no admitiría un policía como Milo Malart. Alors oui, ce personnage, Milo Malart, en fait, il appartient à ce qu'on appelle les Mossos d'Esquadra, qui sont les policiers donc, de Barcelone, de la Catalogne peut-être même. Et il est censé appartenir à la brigade des homicides. Précision, la brigade en question n'existe pas, et si elle existait, elle n'accueillerait pas quelqu'un comme Milo Malart en son sein. La brigada especial. Brigade spéciale d'investigation sur les homicides. Voilà. Es que digo especial porque permite que Milo haga cosas que normalmente no haría un policía. Alors donc je dis spécial puisqu'évidemment ceci me permet que Milo fasse des choses dans le roman que ne ferait pas un policier normal. Oui, Milo Malart, effectivement, il fait des choses que ne ferait pas un policier normal. Et Milo Malart, c'est un inspecteur, un nouvel inspecteur qui m'a donné un bonheur énorme quand je l'ai rencontré, parce qu'il donne l'impression qu'après tous les grands inspecteurs barcelonais qu'on connaît, je parle des inspecteurs de nos romans, après notre inspectrice Petra, on en attendait un. Il a fallu, je ne sais pas, presque 10 ans pour qu'un autre arrive. Et Arrozain de la Maza, il a fait naître ce Milo Malart qui est différent, qui n'est... Pardon, je te laisse. Et Milo, voilà, Milo, c'est un inspecteur barcelonais
un qui revient et qui est très différent des autres. C'est un inspecteur des années 2013, 2014, 2015. Et en cela, il est très nouveau. Il est lui. Le bourg de Gaudi, c'est donc beaucoup cet inspecteur, et c'est aussi une intrigue, vous verrez, extraordinaire, une trame absolument fabuleuse, maîtrisée, une composition fragmentée comme et tout en courbe, comme l'esthétique de Gaudi. Un roman et comment dire, un nouvel inspecteur et une nouvelle aussi façon de décrire le noir barcelonais qui nous fait beaucoup de bien. Alicia, tu nous dis un petit peu ce qui se passe dans Le silence des cloîtres, s'il te plaît? Bonsoir tout le monde. Le silence des cloîtres, c'est le dernier livre paru en France. Et je dirais que dans tous mes livres, il y a un sens de l'humour qui est très important. Peut-être c'est plus important que la trame, plus important qu'une critique sociale. C'est l'humour qui montre un peu la réalité, mais toujours matisé par l'ironie, par une manière de voir les choses un peu légère, disons. Alors, dans Le silence des cloîtres, je dirais que c'est mon roman les plus humoristiques de tous. Pour commencer, c'est une momie, une ancienne momie d'un sang espagnol qui disparaît d'un couvent de nonnes. Et tout ça donne une trame un peu, comment dire, un peu folle, un peu incroyable, où tout le monde court après un assassin qui laisse des morceaux de cette momie dans les différentes parts de la ville. Et ce qui est important, c'est-à-dire pour moi comme écrivaine, ça a été voir la différence parmi les deux personnages centraux. Petra Delicado, qui est une femme avec un sale caractère, excuse-moi, et c'est mère supérieure dans le couvent de, je ne me souviens pas non plus des noms, mais qui est aussi une femme qui a eu toujours le pouvoir parmi les nonnes autour d'elle. Et alors il y a une rencontre très brusque parmi ces deux femmes. Au sérieux, à la part sérieuse du livre, voyons une critique de la terrible influence de l'Église catholique en Espagne. Que ça a été très très forte, ça continue à être pas tellement fort qu'avant, évidemment, mais quand même, on a encore les traces de cette influence négative qui, pour nous, a été compliqué d'avaler, non? Parce qu'ils ont été complices du franquisme, des tant de choses. Ils ont évité le développement de la libération des femmes, des tant de choses. Alors, d'une manière, disons, plus ou moins souriante, je crois faire une critique à cette Espagne noire, mais pas pour les assassinats, mais par les traditions. La critique de cette Espagne rigide qui est toujours comme un cours un peu souterrain de tes romans de la série Petra et Garzón. C'est vrai que là est particulièrement explicite. Et à ce propos, si vous voulez bien, je vais vous lire un extrait où Petra le dit de façon assez claire. C'est Petra qui parle. « Bon sang, me dis-je, triste et infernale Espagne. Terre remplie de saints suppliciés, de corps sanctifiés, d'églises incendiées, reconstruites puis de nouveau brûlées. Comment peut-on naître dans un endroit pareil ? Au-dessus de nos têtes planaient en permanence les affrontements fratricides, la lutte pour le progrès et la réaction, des anges guerriers,
des reliques tournées en dérision, des hosties consacrées, la cathédrale de Burgos et son ciboire sacré. Comme j'aurais voulu être française, sentir le pain et les croissants chauds dans mon village, avec une révolution épique en guise d'héritage historique. Tu nous commentes rapidement, Alicia? C'est écrit avant de savoir que je venais ici, hein, je vous l'assure. Il faut dire que pour nous, Espagnols, la France a été toujours une espèce d'envie, quelque chose de libre que nous avions juste à côté, mais que ce n'était pas possible pour nous d'y arriver au même niveau. Pour moi, voir votre joie de vivre, l'importance que vous donnez aux détails de la vie, la nourriture, la bouffe, comme vous dites, le vent, l'amour, le sexe même. Vous aviez une liberté qui nous a été empêchée aux Espagnols. Alors pour moi, cette manque de gravité de la vie, cette manque de lourdité de la vie, j'avais toujours un peu d'envie vers la France. Pour moi, la France, c'est ça, c'est la possibilité de commentaires, la possibilité d'amitié facile, la possibilité de ne pas avoir toujours un passé tellement terrible que nous l'avons, les Espagnols. C'est pour ça, ce morceau du livre. Oui, ça marque à la fois le très grand sérieux de ton livre et constamment l'humour pour l'exprimer, je crois aussi dans cet extrait. Petra, ça s'agit un peu dans ce roman. Elle se remarie une troisième fois et là, elle a envie que ça marche, qu'elle a envie de construire quelque chose. Elle est un peu plus sage, non, notre Petra de cette huitième enquête? Oui, elle est en décadence, c'est évident. Parce que vraiment, Petra, ça a été quelque chose. J'ai beaucoup de lecteurs en Italie, et vous savez que les Italiens, ils ont une manière de se communiquer très ouverte. Ils te disent exactement ce qu'ils pensent, et dans les moments où ils le pensent. Alors, la troisième fois que Petra serait mariée, j'étais dans des rencontres avec des lecteurs. Il y avait spécialement les femmes qui me disaient « Cette fois, je crois que Petra, il devrait garder son mari parce que... » Mais dans le 4e livre, il y a un moment où Petra, elle trompe son mari. Alors, je me suis trouvée à la télé en Italie, à Rome, sur un monsieur qui me demandait « Mais Petra tradisce il suo marito, trahit son mari. » Quoi dire? Bon, enfin, disons qu'on trahit la patrie, on trahit les principes humanitaires, mais un mari, on ne trahit pas un mari, c'est un être normal. Oh là là! Vraiment, dans le pays du pape, j'ai eu des problèmes, j'ai eu mal à supporter ça. Donc oui, Petra, elle s'assagit, mais elle n'est jamais assez sage pour certains. Avant que Carlos nous parle de son roman, une dernière petite chose qui concerne uniquement le silence des cloîtres et pas Barcelone. Pourquoi tu as choisi ce moment-là quand tu as écrit, donc je suppose dans les années 2008, le silence des cloîtres? Pourquoi tu as choisi ce moment-là précisément pour parler de l'Église, pour parler de la religiosité aussi, parce que Petra aussi a quelques tentations spirituelles. Pourquoi ce moment-là? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Elle a des tentations, mais elle est forte, elle résiste les tentations. Avec 2 bières avec ses amis, ça va mieux après. Mais, comme nous. Comme vous, exactement. Mais il faut dire que la religion, pour moi, c'est important. Et le point de vue esthétique, l'Église catholique, vous avez vu les cérémonies, c'est quelque chose d'important, c'est le véritable théâtre. Alors je pensais à faire un peu d'ironie sur cette momie qui, à la fin, devient coupée en petits morceaux à la viande hachée. Et je ne sais pas, c'était pas un moment précis dans tous mes livres, vraiment, dans tous mes romans.
il y a toujours un prêtre ou quelqu'un qui apparaît. C'est pas, j'ai été élevée à une école religieuse, et ça se voit, la réaction contre, je veux dire. Et oui, elle est présente. Et là, elle est très, très, très présente dans le silence des cloîtres. On a atteint un peu un collement. Merci, Alicia. Carlos, toi aussi, tu peux nous dire de quoi parle Noia Mesa Casa, N'appelle pas à la maison? De quoi traite ton roman? Bueno, enlazando un poco lo que ha dicho Alicia, también habla de infidelidades, no, infidelidades. Pour continuer sur le même thème que celui qu'a abordé Alicia, c'est un roman qui parle également d'infidélité. O sea, que no todo es crisis económica y tal. Tout ne se résume pas à la crise économique. Bueno, yo quería juntar dos historias. Hay un trío de personajes que son unos pícaros que viven al margen de la sociedad y que encuentran una manera de hacer dinero. Je voulais en fait faire se rejoindre deux histoires. La première, c'est un trio de petits malfrats Que querían una manera de hacer dinero. qui voulaient trouver une façon de faire de l'argent. De hecho, hicimos caso a Merkel que fuéramos emprendedores y este trío de personas se dedican a seguir a las parejas que van a hoteles, las parejas que están casadas, apuntan el número de matrícula de los coches y luego les hacen chantaje. Et donc ce trio de malfrats suivent les couples illégitimes qui vont dans des hôtels, notent les plaques d'immatriculation et ensuite les font chanter. Y por otro lado está la historia de una pareja en deterioro, es decir, una pareja que ella está casada, él ya no, él tiene la sensación de que la historia se empieza a desmenuzar y lucha porque eso no pase. Et l'autre histoire, c'est l'histoire d'un couple qui est en train de se défaire. Elle est mariée, lui non, et... No voy a decir cómo termina, digamos, pero esos dos mundos colisionan y ahí es una novela que da bastantes giros de quién chantajea a quién busca a qué. Et donc ce sont deux histoires qui se télescopent et qui donnent pas mal de jeux, qui cherchent qui trompe qui, etc. Ça, c'est l'histoire de N'appelle pas à la maison. Effectivement, ces personnages, on en reparlera. Et c'est aussi N'appelle pas à la maison comme Soudain trop tard et comme le suivant, un langage. Ça fait partie probablement des choses qui m'ont le plus, je le dis, vraiment, qui m'ont plu dans les livres de Carlos, c'est le langage qu'il invente pour donner la parole à ceux qui sont un peu maltraités, qui sont un peu mis en marge de la société. Si tu veux. Bueno, no sé si a Aro o Alicia nos pasa, pero cuando tienes que explicar por qué haces lo que haces, en cierta manera te lo estás inventando. Entonces, je ne sais pas si ça vous arrive, Aro et Alicia, mais quand il faut se mettre à expliquer les raisons pour lesquelles on invente telle ou telle chose. Me resulta más o menos más sencillo entender cómo piensan determinadas personas que no tienen nada o que harían cualquier cosa por ser normales. Ouais, ça m'est plus facile d'inventer la façon dont pourraient faire les personnages, dont les personnages pourraient... Para ser normales o para ser felices. Pour être, ce que pourraient faire les personnages pour être normaux ou pour être heureux. Que meterme en la cabeza de gente respetable o un policía. Que me mettre dans la tête de gens respectables ou de quelqu'un comme un policier. Y bueno, mis personajes buscan una manera de redimirse, ¿no? De no acabar siendo invisibles en una sociedad en la cual eso sucede demasiado a menudo. Mes personnages essayent en fait de se sauver, de ne pas finir par être invisibles dans la société dans laquelle ils se meuvent. Et oui, avec ces paroles, ils ne deviennent pas invisibles, ils ne sont pas invisibles. Un langage et aussi, tu es aussi un portraitiste de la Barcelone, et notamment, on entre dans le roman par un très beau portrait qui va nous permettre d'aller maintenant à Barcelone
Et c'est Georges qui va lire un extrait. Donc c'est le tout début de N'appelle pas à la maison. Les gens qui oublient difficilement se font souvent du mal, car ils se racontent leur vérité à l'aide de mensonges. Ils se trompent dans les noms, omettent des lieux et des personnes et ne finissent par se rappeler que les bons moments. Christian fait partie de cela. C'est pour ça que lorsqu'il se souviendra d'elle, elle lui manquera, même s'il se dit qu'elle n'est qu'une mauvaise blague, une vieille célibataire aigrie, une ville inventée dans un pays qui n'existe pas. Comme il oublie difficilement, il ne se souviendra que de ces moments à Barcelone où il s'entendait bien. Il se souviendra de ces petits pièges et de ces toboggans qui tout à coup s'ouvraient sous ses pieds la nuit dans cette ville liquide. Il se souviendra des moments où la drogue coulait à flot et où tout le monde riait, se shootait, et on remettait ça, on riait et on se shootait de nouveau. Il se souviendra des motos bruyantes dans les ruelles du Gótico. Il se souviendra des moments où la lune se retrouvait coincée dans son verre de gin. Et pourtant, il ne se souviendra pas du froid de février, de l'indifférence, de l'arrogance des autres supérieurs. Il ne se souviendra pas des mecs aux grosses lunettes à monture en plastique, veste en cuir, ou des employés d'ONG qui se promenaient avec leurs filles chinoises. Ni des bourges aux cheveux bien propres, aux forfaits multiples, et au grand cœur qui avait vite fait de choisir la tenue qu'elles allaient porter pour ne pas faire trop riche. Non, Christian ne se souviendra de rien de tout ça, mais en revanche il se souviendra de la ville déserte au petit matin, quand il rentrait chez lui, celle des rues mouillées, de l'éternelle défaite, pas de celle au point levé, pas de celle des petits trafics, ni de celle du Parlem. L'autre ville lui manquera, celle des ombres au coin des rues, la métropole anonyme aux héros fusillés contre les murs, celle des rumba et autres chansons électriques, celle de la Noche de Reyes, la Barcelone qui fait tourner les cafetières dès le lever du soleil, celle des places sans eau dans les fontaines, celle des marchés aux étals couverts de glace, sang et poissons gris, celle des églises vides, celle des fleurs non écloses, sans oxygène, dans leur sarcophage de plastique. Quel portrait de notre Barcelone. On y va, on part à Barcelone, ça y est, on y va ensemble. Et pour aller à Barcelone, eh bien on va aller dans ces lieux, on va parler de ces lieux. Les lieux de Barcelone, les lieux de la Barcelone noire. Dans le roman noir, les lieux sont toujours très importants. Les lieux, c'est ce qui nourrit, enfin les lieux nourrissent les intrigues. Ils permettent de nourrir l'imaginaire du lecteur. Ils sont parfois personnages. Les lieux, les auteurs les aiment tellement que parfois ils les multiplient. Ils font des parcours longs en voiture, à pied, en énumérant les rues, les places, par plaisir, je crois. Par exemple, c'est le cas de Jerusalem de la Maza qui nous fait parcourir, nous dit la ville avec ses rues, avec ses toponymes. La ville du Noir, c'est souvent ça, c'est souvent des villes parcourues. Des lieux, alors il y a des lieux classiques à Barcelone, des lieux noirs classiques, des rues classiques, et puis il y en a des nouveaux parce que ça change en fonction du temps et ça change en fonction des auteurs. Et effectivement, avec vous, on a sans doute de nouveaux lieux de la Barcelone noire. Je fais référence peut-être à ceux qu'on connaissait très bien, les lieux, on va en parler, les lieux des romans de Manolo, les lieux de romans de Montalbán, les lieux des romans de González Ledesma, les lieux de Andreu Martín ou de Jaume Fuster. Les lieux changent aussi avec vous, avec les nouvelles générations du roman noir. Ils ont de toute façon changé de façon radicale avec les Jeux Olympiques.
les années 90, et ça, j'aimerais qu'à un moment donné, vous en parliez un petit peu. Et pour ça, je vais vous demander quels sont, d'après vous, les nouveaux territoires de la Barcelone noire, quels sont les terriers de vos personnages, hein. En disant terrier, je fais référence à Montalbán, qui parlait de terrier pour La Madriguera de Pepe Carvalho, qui était à la fois le barrio chino, le Raval dans un sens, et puis ensuite Bavitrera quand il est monté. C'est quoi vos nouveaux terriers? C'est quoi les nouveaux terriers de vos personnages? Leur nouveau territoire? Sí. Bueno, yo creo que Montalbán y Carballo definen mucho el territorio. De hecho, yo hablaría de Montalbán y de Juan Marsé. Je crois que Montalbán et Pepe Carvalho définissent bien le territoire. Bon, je parlerai de Montalbán, mais aussi de Juan Marsé. Juan Marsé, en Última Estades con Teresa, también diseña un personaje que ve Barcelona desde fuera, desde una de las montañas. Juan Marsé, dans un roman qui s'appelle en français Thérèse l'après-midi, fait une évocation, une description de Barcelone vue depuis l'extérieur. Y Vázquez Montalbán, Carballo trabaja en el Raval, trabaja en Barcelona, pero vive en otra montaña, en Valvidriera. Et Pepe Carvalho travaille dans le cœur de Barcelone, dans le barrio, le quartier qu'on appelle le Raval, mais il vit sur les hauteurs de Vallvidrera. Yo creo que Montalbán reinventa Barcelona como en realidad nosotros lo que buscamos en las ciudades es las fantasías, lo que han hecho los escritores o los artistas. Cuando tú vas a New York esperas encontrar lo que tú has visto en películas. Cuando vas a París también, de cierta manera, viajamos en busca de nuestras fantasías. Je crois que nous, les écrivains, nous cherchons toujours un petit peu le côté fantaisiste ou inventé, imaginé, qui provient des créations artistiques et d'autres écrivains. Quand tu vas, par exemple, à New York, tu cherches à retrouver à New York ce que tu as vu dans des créations artistiques d'écrivains new-yorkais. Entonces, digamos, los autores que vinieron después de Vázquez Montalbán, como Andreu Martín, como González Ledesma, como Jiménez Barlet, como Alicia, lo que hacen es salir un poco de ese territorio Montalbán. Es decir, Peta Delicado deambula por la ciudad, te da topografía. Et donc les écrivains qui viennent après Montalbán, des gens comme Francisco González Ledesma, Andreu Martín, Alice elle-même, essaient de sortir des territoires qui ont été balisés par Montalbán. El personaje, por ejemplo, de Aro o de Tony Hill son Mossos d'Esquadra que viajan por la ciudad y te dan otra perspectiva. Les personnages de Haro ou d'un autre écrivain, Tony Hill, sont des policiers locaux, Mossos d'Esquadra, qui voyagent dans la ville, autour de la ville. Y después hay otros autores que escribimos desde los barrios alrededor de la ciudad, que barrios en los que vivías, igual a Barcelona, al centro de Barcelona, bajabas una o dos veces. Et il y a d'autres écrivains, dont tu fais partie, je pense, qui essaient d'évoquer Barcelone depuis les quartiers périphériques. Ce sont des écrivains, bon, peut-être qu'aller au centre de Barcelone, ça se produisait une fois ou deux comme ça. Comme Juan Massé. Et toi, tes personnages, leur terrier, c'est plutôt Horta, Guinardó, donc pas très loin du territoire de Marseille. Ils sont plutôt de ce terrier-là. Leur terrier est là-bas. Il y a une raison pour cela, pour que tu les aies installés, que tu les installes souvent à Horta Guinardó? Bueno, que no tenía que documentarme. Bon, la raison, c'est que je n'avais pas à me documenter. Mais oui. Yo vivo allí. Parce que tu as un enfant là. Je vis à Horta. J'allais dire parce que tu es un peu paresseux, mais je vais pas le dire devant tout le monde, mais si, c'est dit. Carlos. Alicia, Petra, elle est allée s'installer, c'est très, je parle de son terrier, hein. Elle est allée s'installer, elle, dans le Poblenou, et pas à n'importe quel moment. Elle arrive précisément après les Jeux Olympiques. Elle arrive dans le nouveau Poblenou, que Montalbán avait aussi, bien sûr, eu envie
de travailler, mais il n'est pas allé jusqu'à faire déménager Pepe. Petra Delgado, oui, elle va s'installer dans le Poblenou. Oui, avant de pouvoir vivre économiquement de la littérature, j'ai professé pendant 12 ans. J'étais professeur d'anglais au lycée. Alors, il faut dire que je connaissais bien le quartier parce que l'école où je travaillais, le lycée où je travaillais, c'était là, c'était placé là. C'était curieux parce que c'était vraiment la Barcelone industrielle qui s'est déplacée, qui disparaissait pour laisser la place à une nouvelle Barcelone avec cette ville olympique, avec les nouveaux bâtiments, la modernité, etc., etc. Mais c'est un quartier curieux où tu peux trouver encore des petites maisons avec des petits jardins et où il vit encore des anciens, de vieux, des gens caractéristiques du quartier et qui ont conservé leur demeure. Ça m'a plu, je croyais que c'était un quartier avec une forte personnalité. C'est un peu comme Carlos. Barcelone, je ne la connais pas bien, je dois le dire. Il y a 30 ans que j'habite là, mais j'ai mal à connaître tous les quartiers, tous les endroits. Je ne suis pas une connaisseur de Barcelone. Tant que ça, dans mes premiers livres, les 2 ou 3 premiers livres, je choisissais des restaurants ou des magasins qui n'existaient pas. Un jour, j'ai décidé de mettre un restaurant réel qui s'appelle encore Equinox, qui est au quartier de Gracia. Alors un jour, après avoir apparu publiquement le livre, je suis allée voir, pas voir les propriétaires, mais dîner avec des amis et avec mon mari. À un moment donné, les propriétaires m'ont reconnu. « Ah, vous avez fait ressortir mon restaurant dans votre livre, je vous remercie, etc. » À la fin, quand je voulais payer l'addition, il nous a invités à tous. À partir de ce moment, j'ai choisi absolument les scénarios réels, parce que je vois que c'est quelque chose à faire. Mais à part ça, il faut dire que Barcelone a beaucoup changé. Le tourisme même a fait beaucoup changer le centre de la ville, etc. Et que c'est une ville qui bouge tout le temps, qui est toujours en évolution. En évolution et grâce à toi, Barcelone a un nouveau lieu noir qui est le Poblenou, comme terrier de l'inspectrice Petra Delgado, et qui continue à être présent et est devenu un vrai lieu. Donc tu ne connais pas très bien Barcelone, mais en fait tu fais partie de ceux qui créent son imaginaire tout de même. Donc voilà, continue à explorer un peu les différents restaurants, ils t'inviteront. Et tu vas nous créer plein de petits lieux. Ils n'ont pas encore nommé même une rue avec mon nom, pas même une ruelle. Alors, il faut dire que... Même pas pour les noms, ils ont changé les noms. Milo Malart, oui, il va se trouver un terrier, un peu en hauteur, dans un immeuble de la Barceloneta. Grâce à Milo, grâce à Aro, la Barceloneta devient un terrier noir. Ce n'est pas un hasard que Milo est atterri à la Barceloneta. Tu peux nous dire pourquoi Milo il est à la Barceloneta? Sí, porque la Barceloneta es un poco el modelo de este cambio que ha sufrido la ciudad. Oui, alors la Barceloneta, en fait, qui est ce quartier sur le bord de la mer, c'est un peu le modèle de ce changement qu'a subi Barcelone. Barcelona parece cada vez más preocupada de los clientes, de los consumidores, no de los ciudadanos.
Si lo haces corto, vamos a hacerlo así. Alors, à chaque fois, Barcelone semble être plus préoccupée par les consommateurs que par les gens qui y vivent et les citoyens. Por este motivo, cada vez es una ciudad menos amable, en el sentido de digna de ser amada. Et pour cette raison-là, c'est donc une ville qui devient de moins en moins aimable, au sens de l'amabilité de base. Para convertirse, al menos desde el punto de vista de los ciudadanos, en una ciudad cada vez más odiable. Et pour se transformer donc de plus en plus du point de vue des citoyens en une ville parfaitement détestable. Y esto, un ejemplo claro, es la Barceloneta. Et un exemple de cela, c'est donc la Barceloneta. Este verano, por ejemplo, el verano pasado, el barrio se levantó, harto, enfadado. Et l'été dernier, en fait, l'ensemble du quartier s'est soulevé parce qu'ils en avaient marre. Porque el ayuntamiento, digamos, priorizaba los intereses de un turismo muy especial. Parce que la mairie, en fait, privilégiait les intérêts d'un tourisme tout à fait particulier. Que no los intereses de los ciudadanos que viven en ese barrio de toda la vida. Mais pas celui des citoyens qui vivent dans ce quartier depuis le début de leur vie. Y esto se extiende por, digamos, los barrios, los centrales de la ciudad, ¿no? C'est un phénomène donc on retrouve qui se gagne petit à petit tous les quartiers centraux de la ville. En esta ciudad que os estoy describiendo, que como veis no soy de la oficina de turismo de Barcelona. Alors évidemment, avec cette description de la ville que je suis en train de vous donner, vous avez bien compris que je ne travaille pas pour l'office de tourisme de Barcelone. La ciudad cada vez parece más un centro comercial, ¿no? Et chaque jour, la ville ressemble de plus en plus à un centre commercial. Y Milo Malart, digámoslo así, está harto de vivir en la planta de deportes sección caza. Et effectivement, Milo, il en a ras-le-bol en fait de vivre à l'étage des sports, dans la section maison. Oui, il n'est pas toujours très calme, le terrier de Milo, effectivement, de la Barceloneta. Et en plus, il est très proche d'un lieu extrêmement sulfureux qui apparaîtra, je sais un peu, extrêmement sulfureux, qui est la librairie noire, Negra y Criminal. Il habite tout près. C'est peut-être pas complètement un hasard aussi. Est-ce que ça a quelque chose à voir? No, es casual. Es casual. Sí. C'est pur hasard. Es casual. No, la idea de donde tiene que estar cerca es del mar. La tierra. Lo que prefieres, es que a mí me da igual. La única cosa es que si tengo... Voilà, non, da igual. Donc en fait, le seul endroit dont Milo devait être proche, c'était la mer, en fait. La tierra de Milo es el mar, que es donde le gusta observar la ciudad. Et c'est son domaine, son terrain, c'est la mer, c'est à partir de la mer qu'il aime observer la ville. Y desde el punto de vista de Milo, que es un punto de vista muy personal, él, no yo. Et du point de vue de Milo, donc, qui est un point de vue très très particulier et qui est son point de vue à lui et pas le mien. Ni siquiera el mar es un mar de verdad. La mer, même la mer, n'est pas non plus une mer réelle. Es un mar donde no hay vida. Es un mar muy bonito, queda precioso. C'est une mer où il n'y a plus de vie. C'est une mer belle, qui est jolie à regarder. El paseo marítimo es una maravilla visualmente. Visuellement, le paseo maritime est une merveille. Pero si os sumergís en ese mar, no hay vida, no hay nada. Es un mar muerto. Mais par contre, si vous vous immergez dans cette mer, il n'y a plus rien à l'intérieur. Elle est complètement morte. Lo siento por mi pesimismo. Je suis désolée de ce pessimisme. C'est vrai que tu nous Comprar los provoques, libros, Eduardo. por eso. N'hésitez pas à acheter les livres. Hein. Non, mais c'est bon, je vais racheter un peu. Oui, c'est une mer morte. Il n'empêche que c'est là où se ressource Milo. Milo se baigne. C'est un inspecteur qui se baigne. Et il se baigne
et quand il se baigne, il voit Barcelone d'une façon un petit peu différente. Dans l'un des passages du Bourg des Gaudi, j'ai pensé à un autre très joli passage d'un roman de Montalbán qui s'appelle L'homme de ma vie, où Carvalho va se baigner. Et en se baignant, il regarde Barcelone de la mer. Et évidemment, quand on regarde Barcelone de la mer, on ne la regarde pas comme si on la regardait de la montagne, c'est-à-dire du haut. Non, on la regarde dans l'eau. Et c'est le moment où il se réconcilie avec la ville. C'est le seul moment peut-être de ces années post-olympiques où il se réconcilie avec la vie. Milo, il va faire la même chose. Mais c'est vrai que la mer dans laquelle il se baigne, elle est morte. Je vous lis un passage. Depuis la mer, le paysage de Barcelone était différent, et sa beauté hypnotique. Loin de la terre ferme, la capitale catalane lui semblait être une ville attachante, chaleureuse. Tu vois que tu n'es pas toujours pessimiste. Elle réveillait en lui un sentiment de tendresse. C'était un environnement vital pour lui, comme faisant partie de sa famille, et il pouvait donc se permettre de la juger avec sévérité. Et ce qu'il en pensait était qu'elle avait perdu son âme au cours de ces 20 dernières années. Elle avait suivi le modèle de toutes les autres agglomérations touristiques, de toutes ces villes qui avaient renoncé à leur identité pour devenir de simples destinations de tour opérateurs. Ces gestionnaires l'avaient transformée en une gigantesque attraction pour visiteurs et le prix à payer pour ce changement n'avait été autre que de ces citoyens qui, à grands coups de pelle mécanique, avaient été dépossédés de leurs biens pour construire d'immenses places désertes et des hôtels 5 étoiles. Soudain, il eut le sentiment de ne plus être tout seul. Le cœur gros, il sentit une multitude de corps inertes autour de lui. De milliers de corps flottants tout près de lui, comme s'il était immergé dans un bassin de formol au fond d'une morgue du 19e siècle. Bon, c'est pas complètement optimiste. Il n'empêche que, de cette mer, il peut ressentir une certaine tendresse pour sa ville. Elle est chaleureuse. Morte, mais chaleureuse. Es que es Milo. Milo, y voilà. Milo Malart es un personaje así, un personaje contradictorio. Puede sentir, digámoslo así, un pesimismo cerval, pero a la vez, esta ciudad que ve desde el mar, desde este mar muerto, según él, le provoca esta ternura, pero a distancia, claro. Oui, mais cette chose-là, hein, ce que vous avez lu, c'est Milo, c'est ce qu'il pense, c'est lui, c'est ce personnage en fait un contradictoire qui est capable à la fois d'être pessimiste et puis en même temps de sentir pour cette ville qu'il voit depuis la mer morte une certaine tendresse. Je crois que Carlos veut réagir. Sí, bueno, es que es sábado por la noche. Oui, bah c'est-à-dire c'est comme on est samedi soir quand même. Hein. Parecemos una secta que vamos a suicidarnos todos. Oh, on a l'air d'une secte qu'on va tous se suicider là, à la fin. Yo quiero decir que parte de ese pesimismo español es culpa suya. Je voudrais dire que c'est une partie de ce pessimisme espagnol, c'est votre faute. Sí. La mayoría de ustedes o sus padres vinieron de camping en los años 60-70. La majeure partie d'entre vous ou vos parents sont allés en Espagne faire du camping dans les années 60-70. Y jugaron con niños y niñas de 7-8 años que éramos nosotros. Et vous avez joué avec des enfants de 6 ou 7 ans et c'était nous ces enfants. Nos rompieron el corazón y se fueron. Vous nous avez ouvert le cœur, vous êtes partis. Por eso escribimos. C'est pour ça qu'on écrit. Quiero decir que, aparte de esto, que es verdad, À part ça, qui est vrai, tenemos una mirada crítica hacia nuestra ciudad y hacia esto porque es lo que nos corresponde como ciudadanos. nous jetons un regard critique sur la ville, sur notre ville, parce que c'est ce qu'il nous appartient de faire en tant que citoyens. Porque es una manera de denunciar lo que no nos gusta de ella. C'est une façon de dénoncer ce que nous n'aimons pas en elle. Pero luego lo pasamos bien allí, ¿no? Mais bon, après, on s'amuse pas mal quand même là-bas, non? Estoy por pedir el asilo.
Heureusement que tu es là, hein, pour que le samedi soit effectivement pas trop lourd, parce qu'avec Aro... Si hablo así es porque quiero mucho a Barcelona. O sea... Alors un moment, parce que si je parle comme ça, c'est parce que j'aime beaucoup Barcelone. Hein. Y por eso me duele tanto Barcelona. Et c'est pour ça que ça me fait tellement mal, en fait, de voir comment elle est la ville. Et oui, la ville et ses lieux sont liés aux personnages. Vous voyez à quel point systématiquement, pour parler des lieux, hop, ils mobilisent leurs personnages. Ils sont très liés. Si tu nous parles un peu de Petra Delicao, Alicia, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire, à part le Poblenou où elle allait s'installer, et à part le fait que tu ne connais pas Barcelone, si malgré tout elle appartient quand même à une certaine Barcelone, à quelle Barcelone elle appartiendrait si on devait lui donner d'autres territoires que son terrier, je veux dire d'autres territoires que sa maison? Petra, elle est une femme sophistiquée, une femme qui a une manière de vivre cultivée. Moi, je dirais que Barcelone, je suis très rationaliste, moi. Je ne m'émue pas pour rien. Normalement, je suis assez froide. Alors, je vois que Barcelone est fantastique du point de vue que c'est une ville discrète. Tu peux vivre comme tu veux. Point négatif, et c'est une ville profondément classiste. Même vous avez étudié à l'école la pyramide de la richesse. Alors, cette pyramide, géographiquement, ça se passe à Barcelone. La base, c'est la mer. Et tu continues à monter, à surmonter la pyramide jusqu'à la fin, où c'est Pedralbes, que c'est le quartier le plus cher de Barcelone. C'est-à-dire profondément classiste. Mais tout le monde peut vivre là. C'est-à-dire, tu es discret, ton voisin, tu ne vas pas le critiquer, tu ne vas pas le regarder si tu ne veux pas. On a fait une expérience sociologique, comment on dit, le stade de football du Barça, avec une dame, une fille qui était à poil, sous un manteau. À un moment donné, au milieu du match, avec tous les gens qui criaient, qui étaient encouragés par le jeu, etc., elle a fait comme ça, elle est devenue nue, à poil, devant tout le monde. Personne ne l'a pas regardée. Personne. Avec tous ces boyaux qui étaient à côté d'elle. Non, comme ça, tu regardes comme ça, c'est rien, une dame à poil, c'est normal. C'est-à-dire classiste et snob, mais tolérante. C'est ma radiographie de Barcelone. Puisque tu en parles du Barça, et que ce soir, quand même, c'était difficile de venir. Ça a été un peu difficile de les faire venir. Parce que vous savez peut-être qu'en ce moment même, joue le Barça contre Bilbao. Il n'y a pas aucun de nos collègues qui ont été avec nous pendant ces 3 jours de communauté d'amour. Ils ne sont pas présents. Ils sont tous au bar. Donc, je suis obligée de poser la question. Le Camp Nou, c'est un lieu noir de Barcelone? Ça existe dans la fiction noire de Barcelone ou pas? Hombre, cuando juega al Madrid, sí. Quand joue le Real Madrid, oui. Bueno, de todas maneras, el museo del Barça es el museo más visitado de la ciudad, lo cual dice mucho del turismo y de los ciudadanos de Barcelona. Mais tu sais, le musée du Barça, c'est le musée le plus visité de la ville, donc ça en dit long sur ce qu'est le tourisme et ce qu'est le rapport à la ville. Et vous en faites quelque chose, vous, du Camp Nou dans vos romans? Vous avez envie qu'il soit un lieu noir? Un lieu mythique du noir? Le Camp Nou, je m'en fous, personnellement. Alors. No, la realidad ya nos informa bastante del Camp Nou, no hace falta
meterlo en la ficción, no es necesario. ¿no? Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont là. La réalité nous informe suffisamment sur le stade du Barça, hein, le Camp Nou, donc on n'a pas du tout besoin de rentrer ce stade dans la fiction. Bon, alors, définitivement, voilà, en fait, c'est réglé. Ça n'est, en tout cas pour eux, pas un lieu de la Barcelone noire. Bon, si on essaye de rassembler un peu les choses, avant de parler un peu de la Barcelone noire en tant que génitrice de beaucoup d'écrivains du roman noir en Espagne, on peut donc finalement remarquer que les lieux de la fiction des romans noirs, les personnages des romans noirs créent les mythes, les grands mythes urbains, hein, malgré tout, de la ville, d'anciens mythes dont c'est quand même assez intéressant de savoir qu'on n'a quasiment pas parlé du Barrio Chino. Il a dû peut-être être dit une fois, mais parce que moi j'ai parlé de Montalbán, mais c'est typiquement un quartier, le Raval, le Barrio Chino, un quartier littéraire qui est né de la littérature, qui est mort par les pelles mécaniques, mais qui est aussi mort désormais tué par ses auteurs, ses nouveaux auteurs, parce que le Barrio Chino, il n'est plus dans vos livres, et il n'est plus dans la plupart des romanciers noirs barcelonais actuels. Êtes-vous des criminels? Êtes-vous des criminels aussi, d'une certaine façon, en ayant, et je suis un peu provocatrice, hein, mais en ayant assisté la mort urbanistique, la mort sociale du Barrio Chino, en l'éliminant désormais de vos histoires? Alors, je crois que c'est un quartier d'immigrants maintenant, et c'est pas une chose à blaguer. Vraiment, ce n'est pas, comment dire, les histoires typiques de cinéma noir ou de roman noir, où il y a les prostituées qui sont belles, où il y a une chose pareille à Toulouse-Lautrec, disons. Non, non, la réalité de Raval, le quartier chinois. Mais non, ce sont des familles des immigrants pauvres qui ne s'inspirent pas à faire une littérature un peu, comment dire, comme la nôtre, qui n'est pas une littérature sociale purement. C'est difficile, pour moi c'est difficile de placer là un événement en le prenant un peu pas au sérieux. Yo creo que determinados escenarios tienen muchos peligros por los estereotipos, los clichés. Je crois qu'il y a pas mal de scènes possibles qui sont dangereux en fonction des stéréotypes et des clichés qu'ils véhiculent. No sé, es como si tú vas a París y esperas ver un señor con un acordeón en Pigalle tomando Pernod. C'est comme si tu allais à Paris en espérant voir à Pigalle un bonhomme avec un accordéon en train de boire le pastis. Entonces yo creo que la novela del Raval la escribirá uno de estos chavales ecuatorianos, filipinos, chinos, que han tenido que emigrar allí, que están viviendo esa realidad, no nosotros que de cierta manera la réinterprétaríamos, la adulteraríamos. Et donc je crois que le roman du Raval, c'est un des garçons, des personnes qui vivent là, des immigrants équatoriens, chinois, qui écriront ce roman, et pas nous qui ne pouvons avoir qui avons un regard extérieur sur ce quartier. Mi opinión, sin ser pesimista, es que el barrio chino también ha sido, bueno, pues lo que decíamos hace un rato, ¿no? Lo de las alfombras también ha sido, en fin, correctamente pulido, limpiado, reconstruido ahora mismo en un barrio extraño para los que viven en el Raval, para los que pasamos por el Raval. Es lo que decía antes de la imagen de la ciudad, ¿no? O sea, toda la ciudad ahora mismo ha dejado el barrio rojo, el barrio verde, el barrio rosa, el barrio... Todo hay una pátina gris, ¿no? En la ciudad, es como se ha unificado la ciudad. No, claro que hay diferencias de barrios, lo que decía Alicia, ¿no? Pedralbes arriba, etcétera, etcétera. Pero en general la ciudad se ha
ha cogido una sola tonalidad, ¿no? Alors, je ne veux pas avoir l'air pessimiste, mais mon opinion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette idée du tapis sous lequel on a caché beaucoup de choses. Donc, les quartiers ont été, ce quartier-là, le Raval, a été nettoyé, a été lissé d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on disait sur les images de la ville, ou ce que disait Alicia. Il y a eu aussi, en fait, il y avait ces quartiers verts, ces quartiers rouges, et puis d'un autre côté, voilà, la ville a pris comme ça une espèce de patine grise, un peu uniforme. Donc c'est vrai qu'il y a encore des quartiers différents, mais c'est un peu quand même une espèce de tonalité qui tend à l'identité. Il n'y a pas de questions du public. On va leur... Tu veux leur donner la parole maintenant, toi, si tu veux? Non, on parle avec vous et ensuite on parlera bien sûr avec vous, mais j'aimerais avant qu'on parle d'un tout autre aspect qui n'est ni la géographie, ni les personnages de la Barcelone noire, c'est de la Barcelone noire des écrivains. Le fait que Barcelone est une ville noire parce qu'elle est le lieu dans les histoires des histoires noires, mais c'est aussi l'une des villes qui rassemble le plus grand nombre d'écrivains de romans noirs. Carlos, tu as écrit il y a peu un article, c'était à l'occasion de la BC Negra, où tu parles, tu dis à quel point les écrivains ont nourri l'imaginaire de la ville, tu les cites, alors tu les cites de Cervantes à Juan Marcé, à Mercè Rodera, à je ne sais, Carmen Laforêt, je crois, et puis on peut en dire tout ce qu'on veut, tous les écrivains qui ont créé la ville. De ces écrivains, il y en a de très nombreux du noir. Et tu poursuis en disant, là je vais te citer, donc sont tous ces écrivains, sin todo eso, sin un imaginario literario, Barcelona no existiría. Sans tout ça, sans un imaginaire littéraire, Barcelone n'existerait pas. Barcelone, donc, ville des écrivains noirs, plus qu'ailleurs. Pourquoi? C'est ma première question, rapide. Et deuxièmement, est-ce que Alicia et Haro, pardon, vous êtes d'accord avec cette affirmation risquée que sans littérature, point de Barcelone? Bueno, la primera pregunta, la première question, et puis je reviendrai du coup à la seconde ensuite. La toute première question, c'est pourquoi Barcelone, d'après vous, est une ville qui rassemble tant d'écrivains du roman noir? Bueno, tantos escritores, bueno, no tengo una... Bueno, puedo pensar cosas, pero no tengo la verdad. Yo creo que... Je peux penser les choses, mais je n'ai pas la vérité. Hein. Yo creo que es una ciudad portuaria, es una ciudad de dos Carlos, culturas, dos lenguas. Perdón. Es una ciudad portuaria que tiene dos culturas, dos lenguas, que nunca ha tenido un poder real. C'est une ville portuaire, une ville qui a deux langues, deux cultures, qui n'a jamais eu un pouvoir réel. Que siempre tenemos los catalanes siempre tenemos la virtud de apoyar al que va a perder. Nous avons la vertu de toujours aider celui qui va perdre. Y bueno, eso genera una determinada mirada que muy literaria, que es la del perdedor. Et donc ça génère un type de regard extrêmement littéraire qui est celui du perdant. Después, los escritores catalanes que escribimos en castellano hemos tenido mucha más libertad con el lenguaje que si hubiéramos nacido en el resto de España. Et ensuite, nous les écrivains catalans qui écrivons en castillan, nous avons eu beaucoup plus de liberté avec le langage que si nous étions d'une autre partie de l'Espagne. Y luego hay otra parte menos romántica. Et puis il y a une autre partie moins romantique. Que existió una industria del libro
una agencia muy potente como fue la agencia de Carmen Balcells, los escritores hispanoamericanos fueron a Barcelona. Et donc il y a, sur la partie moins romantique, il y a le fait qu'il y a historiquement une industrie du livre très puissante, que Barcelone est le siège d'une des agences littéraires les plus importantes au monde, qui est l'agence Balcells. Los escritores hispanoamericanos. Ah, et c'est à Barcelone que sont arrivés les écrivains latino-américains du boom littéraire hispano-américain. Y Cataluña siempre ha intentado o se ha creído ese plus de ciudad culta, de ciudad que respeta la cultura, con lo cual el libro era un instrumento que servía un poco para plantear eso. Et donc l'élément supplémentaire, c'est que Barcelone s'est toujours donné un peu les airs d'avoir ce plus littéraire. C'est un élément supplémentaire. Moi, personnellement, je crois que Barcelone, c'est une ville qui a été toujours plus près de l'Europe que le reste de l'Espagne. Géographiquement, point de vue pensée, nous sommes plus près de la France que le centre de l'Espagne, qui est une Espagne plus profonde, plus triste. Alors, le polar, chez nous, en Espagne, ça a été considéré un genre mineur, une chose qui n'avait pas d'importance littéraire, etc. Mais à Barcelone, on a fait la différence. On voyait comment, quand ils sortaient du pays, tu pouvais voir les librairies, vraiment, les écrivains qui s'occupaient, les gens qui lisaient les polars, et que c'était bien considéré du point de vue littéraire. Alors c'est pour ça que nous avons créé nous-mêmes un peu une école catalane ou une école de Barcelone avec cette littérature. Yo opino lo mismo. Considero que Barcelona reúne una serie de inquietudes que precisamente la novela negra nos permite ejercer esa crítica social. Quizás este sea el motivo, yo no lo sé, pero coincido con todo lo que habéis dicho, ¿no? Sumamos que la novela negra tiene este trasfondo de crítica, le sumamos nuestra tradición lectora y escritora, y el resultado no podría ser otro que hubiera escritores de novela negra, ¿no? Oui, je pense la même chose. Hein. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se trouvent réunies à Barcelone. Le roman noir permet de dire une certaine critique sociale, faire une certaine critique sociale. Et c'est vrai que, voilà, après, il y a ce fond donc, social dans le roman noir qui s'est trouvé en conjonction avec certaines habitudes qui étaient présentes dans la ville de Barcelone, tant au niveau d'une industrie qu'au niveau d'habitudes de lecture et de regard un peu différents. Voilà. Je dis exactement comme vous. Et très rapidement, en quasiment un mot, deux, est-ce que vous êtes d'accord avec Carlos qui dit que sans littérature, il n'y aurait pas de Barcelone. Sans littérature, point de Barcelone. Yo no es por discutir con Carlos, pero creo que los escritores no somos tan importantes como para ser responsables o no de la existencia de una Barcelona, ¿no? Personalmente. Oui, moi je ne veux pas me disputer avec Carlos, hein, mais en tout cas je ne crois pas que nous les écrivains nous ayons une importance si grande qu'elle ait quelque chose à voir avec l'existence ou la non-existence d'une ville. Je ne suis pas d'accord non plus, mon cher ami. Lo siento, Carlos. Je crois que c'est le monde financier qui actuellement fait une ville, malheureusement, mais c'est comme ça. Ahora, está muy bien dicho, ¿eh? Il y a le temps de changer la vie, hein? Ouais, mais puis c'était tellement bien dit aussi cette phrase quand même. Hein. Yo estoy de acuerdo conmigo. Je suis d'accord avec moi-même. En el sentido de que si los artistas no creasen una ficción sobre una ciudad, esa ciudad existiría como un sitio geográfico, pero no existiría como una entidad. En el fondo,
la diferencia entre una ciudad y otra a veces es lo que hemos vertido nuestras fantasías, nuestros libros, nuestras pinturas, nuestras películas. Au sens où si les écrivains n'écrivaient pas sur Barcelone, la ville existerait comme une entité géographique, mais pas comme ce lieu où on peut investir. Sí, fantasía. No, es igual, no me importa estar solo. Vuelvo al camping. Ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance que je reste seul, je retournerai au camping.